L'avantage du droit de la concurrence, c'est que c'est un outil qui est très flexible. On constate qu'il y a certaines évolutions qui ont été faites un peu à travers le monde sur les concepts qui sont utilisés, mais à mon sens, elles sont trop lentes. Je vais donner un exemple concret. Le concept d'innovation joue un rôle qui est encore très minoritaire à travers le monde dans les décisions en droit de la concurrence. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est possible de lui donner une place qui est plus importante, par exemple sur la définition du marché, sur des pratiques qui causeraient un dommage à l'innovation, sur la mise en œuvre des remèdes qui pourraient effectivement avoir un aspect qui est plus pro-innovation. Ça, c'est le premier point. Sur le second point, il y a des outils techniques qui permettent aux autorités de la concurrence de se rapprocher de ces innovations et de cette économie qui est très numérique et qui est très rapide. Et on constate que durant les 3 dernières années, il y a une évolution qui, pour le coup, était extrêmement rapide, que ce soit ici au Maroc, sur d'autres pays à travers l'Afrique ou ailleurs dans le monde. Et pour vous donner des exemples très concrets, on voit que les autorités de la concurrence investissent dans de l'expertise technique, elles embauchent des spécialistes des questions des données. Elle déploie des outils d'intelligence artificielle et donc ça vient avec beaucoup de questions juridiques, mais si vous m'avez posé la même question il y a 3 ans, j'aurais été probablement bien plus pessimiste que je le suis aujourd'hui et je pense que véritablement on va dans la bonne direction. Quelque chose qui est possible et on voit les prémices de ça un peu aussi partout dans le monde, mais ça me semble être encore trop timide. Mais pour répondre à votre question, il est possible de mesurer l'innovation d'une économie ou d'un écosystème. Ça ne sera jamais parfait puisque pour l'instant on n'a aucun indicateur qui permette de mesurer l'innovation de façon tangible et extrêmement précise. En revanche, il est possible d'utiliser des proxys. Ça peut être par exemple le nombre de brevets qui sont déposés, ça peut être le nombre de nouvelles entreprises qui entrent sur le marché. Et donc il est possible effectivement dans la régulation de fixer des objectifs qui seraient prédéfinis où on pourrait imaginer par exemple qu'une régulation qui aurait pour objectif de rendre une économie plus innovative, considérer que les objectifs sont atteints s'il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché et dans la mesure où ça ne serait pas le cas, la régulation pourrait être révisée afin d'atteindre ces objectifs. Donc ça nécessite potentiellement de changer un peu notre état d'esprit et d'essayer bien entendu au mieux de rédiger les régulations qui vont apparaître, mais de ne pas être dans l'état d'esprit d'une régulation qui ne change pas et qui ne s'adapte pas tout au cours de sa vie, mais au contraire une régulation qui puisse prendre en compte de ses propres effets afin d'aboutir à une économie plus innovative. Oui, alors c'est une question qui effectivement met le droit de la concurrence, géopolitique et qui est extrêmement complexe. Deux éléments de réponse. Pour une souveraineté d'un territoire ou d'un ensemble de pays qui se mettraient ensemble pour atteindre cet objectif, il y a différentes politiques qui peuvent être déployées. Je pense à des politiques d'innovation, à des politiques de soutien de la croissance. Donc ici, c'est plutôt une politique qui est en faveur des acteurs qui se trouvent sur un territoire donné. Une difficulté pour ces politiques, c'est que notamment dans le milieu du numérique, on voit que ces produits bénéficient de ce que les économistes appellent des rendements croissants. C'est-à-dire que plus je grossis en tant que plateforme, que produit ou que service, plus il est facile pour moi d'attirer de nouveaux utilisateurs. Et donc, si c'est une réalité économique, la question qui se pose, est celle de savoir si le territoire sur lequel on recherche une souveraineté est assez grand pour pouvoir bénéficier de ces rendements de croissance et faire concurrence à d'autres territoires qui seraient d'une taille plus grande. Donc c'est la question à se poser. Et le deuxième point de réponse, c'est une politique qui, elle, est potentiellement plus agressive envers des acteurs qui se trouvent à l'extérieur de ce territoire. Ça vient avec bien entendu des risques énormes de protectionnisme, des risques potentiellement aussi de rétaliation, c'est-à-dire qu'on aurait des pays qui seraient en dehors de ces territoires qui eux appliqueraient des politiques similaires et donc il faut faire extrêmement attention et il semble émerger un consensus au sein des économistes sur effectivement les dangers d'une telle approche. Mais on a véritablement ces deux pans qui permettent d'aboutir plus ou moins à maintenir la souveraineté d'un État ou d'un territoire. Oui, alors
alors là je vais vous faire une réponse typique d'avocat en vous disant ça dépend, et je pense qu'en réalité la distinction que l'on aime bien faire, qui paraît être très claire entre d'un côté le droit de la concurrence tel qu'on le connaît qui serait ex post, c'est-à-dire qu'on l'appliquerait une fois la pratique mise en œuvre, en réalité effectivement est ex post en ce sens, mais si je prends l'ensemble des décisions publiées par l'autorité, plus les lignes directrices, l'ensemble des cas, en réalité, en tant qu'entreprise, on connaît plus ou moins quelle va être la politique de sanction d'une autorité, et je peux donc me faire une idée, avant même de mettre en œuvre ma pratique, de sa possible interdiction. Donc le caractère ex post est avéré, mais ex ante, en tant qu'entreprise, je peux avoir une analyse qui peut me conduire à éviter en tout cas la plupart des décisions de sanction. Quant aux régimes qui sont dits ex ante, ils le sont puisqu'effectivement, avant même toute pratique, on demande aux entreprises d'opérer des changements dans leur business model et dans leurs pratiques. En revanche, une fois qu'une entreprise ait pris la main dans le panier, il est certain que cette entreprise va contester le fait que la pratique qu'elle a mise en œuvre est véritablement celle qui a été inscrite dans la régulation ex ante. Et l'entreprise va le contester devant l'autorité, devant des cours de justice, qui va donc conduire à un conflit entre l'autorité et l'entreprise qui est finalement ex post, qui va être réalisé après que la pratique ait été mise en œuvre. Donc la distinction entre les deux, en réalité, n'est pas si claire, et c'est pour ça que j'en reviens à cette volonté, qu'elle soit ex post ou ex ante, mais d'adapter nos procédures pour en tout cas prendre en compte les effets de ce qui a été fait et potentiellement conduire vers une économie qui est plus innovative, plus compétitive et qui potentiellement peut aussi atteindre d'autres objectifs. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.